Saviez-vous que chaque roche que vous foulez, du marbre majestueux qui orne un ancien temple au simple galet sur le rivage d'une rivière, n'est pas statique, mais fait partie d'une danse millénaire que la Terre exécute pour renouveler sa propre croûte? Ce processus, aussi vaste que le temps lui-même et aussi profond que les racines des montagnes, est connu sous le nom de cycle des roches. C'est l'histoire interminable de la façon dont notre planète, une entité vivante et dynamique, recycle incessamment ses matériaux, transformant certaines formes en d'autres sous des forces inimaginables. La croûte terrestre, ce mince voile sur le manteau fondu, est dans un état de changement perpétuel, se désintégrant et se reformant dans un ballet géologique qui dure des milliards d'années. Pour véritablement comprendre cette chorégraphie planétaire, il est essentiel de se plonger dans les principaux protagonistes de ce cycle, les roches ignées, les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. Chaque type de roche représente une étape spécifique de cette vaste métamorphose, un chapitre dans la biographie de la Terre. Nous commençons notre exploration par la genèse de ce cycle, le point de départ souvent le plus dramatique et le plus visible, la formation des roches ignées. Les roches ignées sont les roches primordiales, nées du feu, directement du magma ou de la lave, matériau rocheux fondu qui prend naissance dans les profondeurs de la Terre. Le mot igné vient du latin ignis qui signifie feu, un nom parfaitement approprié pour ces formations. Ce magma, un mélange très complexe de silicates fondus, de gaz dissous et de cristaux minéraux, se forme lorsque les températures et les pressions dans le manteau terrestre ou à la base de la croûte sont si élevées que la roche solide se liquéfie. Les températures peuvent facilement atteindre 900 degrés Celsius, voire 1200 degrés Celsius, et les pressions sont colossales, résultat du poids de kilomètres et de kilomètres de roches sous-jacentes. Lorsque ce magma monte vers la surface, que ce soit à travers des fissures, des cheminées volcaniques ou par des processus de subduction, il se refroidit et se solidifie, donnant naissance à ces roches fondamentales. Il existe deux grandes catégories de roches ignées, différenciées par l'endroit où elles se refroidissent et cristallisent. Les premières sont les roches ignées intrusives, aussi connues sous le nom de roches plutoniques. Celles-ci se forment lorsque le magma se refroidit et se solidifie lentement, très en dessous de la surface terrestre. Le refroidissement lent permet aux cristaux minéraux d'avoir suffisamment de temps pour atteindre une taille considérable, souvent visible à l'œil nu. Un exemple archétypal de roche intrusive est le granit, une roche fondamentale dans la composition de la croûte continentale. Pensez au sommet majestueux de la Sierra Nevada en Californie, aux États-Unis d'Amérique, ou au pic imposant des Andes en Amérique du Sud. Une grande partie de leur masse rocheuse est composée de vastes corps de granit exposés à la surface après des millions d'années d'élévation et d'érosion des couches de roches qui les recouvraient à l'origine. Ces plutons, comme on appelle les grandes masses de roches intrusives, peuvent avoir des dimensions couvrant des dizaines, voire des centaines de kilomètres carrés, comme le batholite de la côte péruvienne, une formation granitique qui s'étend sur plus de 1600 km le long de la côte, ou le batholite de la Sierra Nevada, avec une étendue de 400 km de long et 80 km de large. La lenteur du processus de refroidissement est cruciale. Un granit peut prendre des centaines de milliers d'années, voire plusieurs millions d'années, pour se solidifier complètement, permettant la formation de cristaux de quartz, de feldspath et de mica de plusieurs millimètres, voire centimètres. Ces roches sont incroyablement dures et résistantes à l'érosion, ce qui explique leur proéminence dans les paysages montagneux et leur large utilisation comme matériaux de construction pour les plans de travail, les revêtements de sol et les parements dans les bâtiments du monde entier. Rien qu'en 2020, la production mondiale de granit et de pierres ornementales a dépassé les 100 millions de tonnes métriques, soulignant son importance économique. La deuxième catégorie est celle des roches ignées extrusives, également appelées volcaniques. Celles-ci se forment lorsque le magma remonte à la surface sous forme de lave à travers des volcans ou des fissures, se refroidissant et se solidifiant rapidement au contact de l'atmosphère ou de l'eau. Ce refroidissement rapide empêche les cristaux minéraux de croître à une taille significative, résultant en une texture à grains fins, presque microscopique ou même vitreuse, comme l'obsidienne qui est un verre volcanique. Le basalte est sans aucun doute la roche ignée extrusive la plus commune et la plus abondante à la surface terrestre, constituant la majeure partie de la croûte océanique. Il se forme au niveau des dorsales médio-océaniques, où les plaques tectoniques se séparent et le magma émerge du manteau, se solidifiant pour créer une nouvelle croûte.
Par exemple, la dorsale médio-atlantique, une chaîne de montagnes sous-marines qui s'étend sur plus de 16 000 km, est un site de production constante de basalte. L'île d'Islande, une terre de feu et de glace, est en fait une manifestation de cette dorsale qui a émergé au-dessus du niveau de la mer, et ces paysages sont dominés par de vastes étendues de basalte formées à un rythme d'environ 2 cm par an de chaque côté de la dorsale. D'autres exemples emblématiques incluent les coulées de basalte à Hawaï, où la lave liquide se déverse continuellement, créant de nouvelles terres dans le Pacifique. Le volcan Kilauea, l'un des volcans les plus actifs du monde, est en éruption presque continuellement depuis l'année 1983, produisant de vastes étendues de basalte. L'éruption du Vésuve, en 79 après Jésus-Christ, qui a enseveli les villes de Pompéi et d'Herculanum, est un rappel dramatique de la puissance de la lave qui, en se solidifiant, forme également des roches volcaniques comme le basalte et l'andésite. Une fois que ces roches ignées sont formées et exposées à la surface terrestre, commence la phase cruciale suivante du cycle, l'altération et l'érosion. L'altération est le processus de désintégration et de décomposition des roches sur place sans mouvement significatif. Elle ne doit pas être confondue avec l'érosion, qui implique le transport des matériaux déjà désintégrés. Pensons à une énorme masse de granit exposée sur une montagne. Au fil de millions ou de millions d'années, les forces de la nature agissent inlassablement sur elle. L'altération peut être physique ou mécanique, chimique et biologique. L'altération physique fragmente la roche en morceaux plus petits sans changer sa composition chimique. Un exemple est la cryofracturation, où l'eau s'infiltre dans les fissures de la roche, gèle et se dilate, exerçant une pression immense qui brise la roche. Ce phénomène est particulièrement puissant dans les régions avec des cycles de gel et dégel fréquents, comme les hautes montagnes ou les zones polaires. On a estimé que l'expansion de l'eau en gelant peut exercer une pression allant jusqu'à 2100 kg par cm², suffisante pour fracturer même les roches les plus dures. Un autre type est la décompression, où les roches intrusives, en étant exposées par l'érosion des couches supérieures, se dilatent et se fracturent en lames, un processus appelé exfoliation. Les dômes de Yosemite en Californie, comme le Half Dome, sont des exemples spectaculaires de ce type d'altération. L'altération chimique, d'autre part, modifie la composition chimique des roches, transformant les minéraux originaux en de nouveaux minéraux plus stables dans les conditions superficielles. La dissolution est un processus clé, spécialement dans des roches comme le calcaire, qui se dissout sous l'action de l'eau légèrement acide, formant des grottes impressionnantes comme celle de Cacahuamilpa au Mexique ou celle de Nerja en Espagne. L'oxydation est un autre exemple, où l'oxygène réagit avec des minéraux contenant du fer, comme l'olivine ou la pyrite, produisant des oxydes de fer qui teintent la roche de couleur rougeâtre ou jaunâtre, similaire au processus de la rouille. Et l'hydrolyse, où les minéraux de feldspath, très communs dans le granit, réagissent avec l'eau pour former des argiles, désintégrant la roche dans un processus lent mais constant. On estime que dans les climats tempérés, le taux d'altération chimique de certains minéraux peut être de centimètres par 1000 ans. L'altération biologique est l'action d'organismes vivants qui contribuent à la désintégration des roches. Les racines des arbres, en croissant dans les fissures, peuvent exercer une pression considérable, fracturant la roche. Les lichens et les mousses, en libérant des acides organiques, contribuent également à l'altération chimique. Imaginez un arbre solitaire qui pousse sur le flanc d'une montagne, ses racines cherchant à s'accrocher à la roche, se frayant un chemin et lentement, très lentement, la brisant. Une fois que la roche a été fragmentée et décomposée par l'altération, l'érosion entre en jeu. L'érosion est le transport de ces sédiments, les fragments résultants, de leur lieu d'origine vers un nouvel emplacement. Les agents de l'érosion sont l'eau, le vent, la glace et la gravité. L'eau est l'agent érosif le plus puissant. Les rivières, par exemple, transportent d'énormes quantités de sédiments, des fines particules d'argile aux gros galets, modelant des paysages fluviaux spectaculaires. Le Grand Canyon du Colorado, aux États-Unis d'Amérique, est un témoignage monumental de la capacité érosive du fleuve Colorado, qui a creusé une gorge de plus de 1600 mètres de profondeur et 446 km de long sur 17 millions d'années, transportant en moyenne 100 millions de tonnes de sédiments par an. Les vagues et les courants marins érodent les côtes, formant des falaises et des plages. Le vent, bien que moins dense que l'eau, est un agent érosif important dans les régions arides ou semi-arides, où il transporte le sable et la poussière, sculptant des dunes et des formations rocheuses inhabituelles. Les dunes du désert d'Atacama, au Chili, ou les vastes étendues de sable du Sahara sont des exemples clairs de l'action éolienne. Les glaciers, immenses masses de glace qui se déplacent lentement, sont peut-être les agents érosifs les plus puissants. En avançant, ils raclent et entraînent de grands volumes de roches et de sédiments, créant des vallées en forme de U, des fjords profonds et polissant les surfaces rocheuses.
Les fjords norvégiens ou les vallées glaciaires de Patagonie sont des exemples frappants de l'action des glaciers, qui peuvent déplacer des blocs rocheux de plusieurs tonnes. La gravité, bien qu'elle ne transporte pas activement comme l'eau ou le vent, est la force motrice derrière de nombreux processus érosifs, provoquant des glissements de terrain, des chutes de pierres et des coulées de boue, en particulier sur les pentes raides et dans les zones sismiquement actives. Un exemple tragique fut le glissement de terrain de Vargas au Venezuela en 1999 qui déplaça des millions de tonnes de sédiments et coûta des milliers de vies. On estime que les processus d'érosion globale transportent annuellement entre 15 milliards et 20 milliards de tonnes de sédiments des continents vers les océans. Une fois ces sédiments transportés, ils commencent à s'accumuler dans des dépressions, des bassins océaniques, des lacs ou des vallées, couche après couche. Ce processus est connu sous le nom de dépôt ou de sédimentation. Avec le temps, à mesure que de plus en plus de couches de sédiments s'accumulent au-dessus, les couches inférieures sont soumises à une pression croissante. C'est le début de la transformation en roches sédimentaires. Les roches sédimentaires se forment par la compaction et la cimentation des sédiments. Ce processus est appelé lithification. La compaction se produit lorsque le poids des sédiments superposés expulse l'eau des pores et comprime les grains, réduisant le volume du sédiment. À mesure que la pression augmente, les grains se réorganisent et se rapprochent les uns des autres. La cimentation est le processus par lequel des minéraux dissous dans l'eau, circulant entre les pores des sédiments, précipitent et agissent comme une colle, unissant les grains de sédiments. Les ciments courants comprennent la calcite, la silice et les oxydes de fer. Ces deux processus, la compaction et la cimentation, transforment le sédiment meuble en roche solide. Les roches sédimentaires sont uniques car elles contiennent souvent des preuves de l'histoire de la Terre. Elles peuvent contenir des fossiles de plantes et d'animaux ayant vécu dans le passé, offrant une fenêtre inestimable sur la vie ancienne et les climats passés. Elles conservent également des structures comme des strates ou des couches qui révèlent les conditions environnementales au moment de leur dépôt, telles que les rides de courant ou les marques de vagues et les traces d'organismes. Il existe 3 types principaux de roches sédimentaires. Les roches sédimentaires clastiques, également connues sous le nom de détritiques, se forment à partir de fragments d'autres roches préexistantes. Elles sont classées selon la taille de leurs particules. Le conglomérat contient de gros clastes, comme des galets ou des blocs roulés. Le grès est composé de grains de sable, principalement de quartz. L'argilite, quant à elle, se forme à partir de particules très fines d'argile et de limon, qui sont les plus abondantes. Pensez aux couches de grès qui forment les parois spectaculaires du parc national de Zion dans l'Utah aux États-Unis d'Amérique, ou aux argilites qui constituent une grande partie des bassins pétroliers. Le bassin de l'Orénoque au Venezuela ou le bassin du golfe du Mexique, par exemple, sont riches en dépôts d'argilite qui encapsulent de vastes réserves d'hydrocarbures. Le grès, avec sa résistance et sa beauté naturelle, a été utilisé pendant des siècles comme matériau de construction, des pyramides d'Égypte aux cathédrales médiévales en Europe. La production mondiale de sable et de gravier, essentielle pour la construction, est estimée à plus de 50 milliards de tonnes métriques par an, un chiffre étonnant qui souligne l'ampleur de leur extraction. Le deuxième type est celui des roches sédimentaires chimiques, qui se forment par la précipitation de minéraux dissous dans l'eau. Un exemple prominent est le calcaire, qui se forme à partir du carbonate de calcium précipitant des solutions aqueuses. De nombreux calcaires résultent de processus biologiques, où des organismes marins comme les coraux et les mollusques extraient le carbonate de calcium de l'eau pour construire leurs coquilles et leurs squelettes, qui s'accumulent ensuite et se lithifient. Les formations de récifs coralliens, comme la Grande Barrière de corail en Australie, sont des usines naturelles de calcaire qui, avec le temps géologique, se transformeront en roches. La craie, par exemple, est une forme de calcaire tendre composée de squelettes microscopiques d'algues marines. Les vastes falaises blanches de Douvres en Angleterre sont presque entièrement composées de craie, un témoignage de millions d'années d'accumulation biologique. Un autre exemple est le gypse et le sel-gemme, qui se forment par l'évaporation de l'eau salée dans des environnements arides, comme les anciennes mers intérieures ou les lacs salés. Le salar de Uyuni en Bolivie, le plus grand salar du monde avec plus de 10 000 km², est un exemple d'environnement actuel où le sel précipite et qui, avec le temps, pourrait former de grands dépôts de sel-gemme. Ces dépôts sont essentiels pour l'industrie chimique et alimentaire. Le troisième type est celui des roches sédimentaires organiques, qui se forment à partir de l'accumulation de restes d'organismes vivants. Le charbon est l'exemple le plus connu, formé à partir de l'accumulation et de la compaction de grandes quantités de matière végétale dans des environnements marécageux, qui est ensuite soumise à la chaleur et à la pression pendant des millions d'années.
Les vastes bassins houillés des Appalaches aux États-Unis d'Amérique ou le bassin de la Ruhr en Allemagne sont des exemples de formation de charbon. Le pétrole et le gaz naturel, bien que techniquement ce ne soient pas des roches mais des fluides, se forment dans des roches sédimentaires riches en matière organique. La pression et la température sur cette matière organique, piégée dans des couches d'argilite et de grès poreuses, la transforment en hydrocarbures liquides et gazeux, qui migrent ensuite et s'accumulent dans des pièges géologiques. Les roches sédimentaires nous offrent une chronique tangible de l'histoire de la Terre. Chaque couche est une page dans un livre de temps géologique, révélant les environnements passés, les changements climatiques, les événements catastrophiques et l'évolution de la vie. Leur étude est fondamentale pour la paléontologie, la climatologie et l'exploration des ressources naturelles, en particulier les ressources énergétiques et les matériaux de construction. Maintenant, nous entrons dans la phase de transformation la plus profonde et la plus mystérieuse du cycle des roches, la métamorphose. Les roches métamorphiques se forment lorsque tout type de roche préexistante, qu'elle soit ignée, sédimentaire ou même une autre roche métamorphique, est soumise à des conditions de chaleur et de pression extrêmes ou à l'action de fluides chimiquement actifs qui altèrent sa minéralogie, sa texture et sa structure, mais sans qu'elle ne fonde complètement. Si elle fondait, elle se transformerait en magma et le cycle reviendrait au début avec des roches ignées. Ces conditions extrêmes se rencontrent principalement dans les profondeurs de la croûte terrestre ou dans les zones de collision de plaques tectoniques. Les températures peuvent osciller entre 200 et 1000 degrés Celsius et les pressions peuvent atteindre des milliers d'atmosphères. Un exemple classique de métamorphisme s'observe dans les Andes. Lorsque la plaque de Nazca subducte sous la plaque sud-américaine, les roches de la croûte océanique et les sédiments accumulés sont entraînés vers le manteau, soumis à une pression et une température croissantes, qui les transforment en nouvelles roches métamorphiques. On estime que dans les zones de subduction, les roches peuvent atteindre des pressions allant jusqu'à 10 000 atmosphères et des températures de 700 degrés Celsius à des profondeurs de 25 km. Il existe deux types principaux de métamorphisme. Le métamorphisme régional se produit sur de vastes étendues de la croûte terrestre, associé à la formation de chaînes de montagnes et aux zones de collision de plaques. Les énormes forces tectoniques qui entrent en collision et se plient sur elles-mêmes génèrent d'immenses pressions directionnelles et une augmentation significative de la température due à l'enfouissement et à l'activité ignée. Ce type de métamorphisme produit des roches foliées, c'est-à-dire avec une texture laminaire ou en couche en raison de l'orientation des minéraux perpendiculairement à la direction de la pression. Des exemples de roches métamorphiques foliées incluent l'ardoise, qui se forme à partir de schistes argileux sous basse pression et température et est connue pour sa capacité à se diviser en fines lamelles, ce qui la rend idéale pour les tuiles de toit et les dalles. Un exemple de son utilisation peut être vu dans l'architecture de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Le schiste, qui se forme dans des conditions de métamorphisme de degré moyen, a des cristaux de minéraux plus grands, comme les micas, qui lui donnent un éclat caractéristique. Enfin, le gneiss, qui se forme dans les conditions les plus intenses de métamorphisme régional, présente des bandes alternées de minéraux clairs et foncés, montrant souvent les vestiges de la structure originale de la roche. Les roches de la chaîne de l'Himalaya, la chaîne de montagne la plus haute du monde, avec des sommets dépassant les 8800 mètres d'altitude, sont un exemple massif de métamorphisme régional où la collision entre la plaque indienne et la plaque eurasienne a transformé des roches sédimentaires et granitiques en une vaste étendue de gneiss et de schiste. Le métamorphisme de contact, d'autre part, se produit lorsqu'une masse de magma intrusif est injectée dans des roches préexistantes. La chaleur du magma cuit ou chauffe les roches environnantes, formant une auréole de métamorphisme autour de l'intrusion. Ce tube de métamorphisme est généralement à haute température et basse pression. Il produit des roches non foliées car il n'y a pas de pression directionnelle significative pour orienter les minéraux. Des exemples classiques de roches métamorphiques non foliées sont le marbre et le quartzite. Le marbre se forme à partir de la métamorphose du calcaire ou de la dolomie. La chaleur transforme le carbonate de calcium original en cristaux de calcite imbriqués, créant une roche d'une grande beauté et dureté, idéale pour les sculptures et les éléments architecturaux. Les carrières de Carrare en Italie, célèbres pour le marbre que Michel-Ange a utilisé pour ses sculptures, témoignent de dépôts de calcaire ayant subi un métamorphisme de contact.
Le quartzite se forme à partir du grès riche en quartz. La chaleur et la pression recristallisent les grains de quartz et le ciment de silice, donnant une roche extrêmement dure et durable qui se fracture à travers les grains plutôt qu'entre eux. Le quartzite est si dur qu'il est utilisé comme agrégat dans la construction et pour les outils de coupe. Un autre type de métamorphisme est l'hydrothermal, où l'altération est produite par la circulation de fluides chauds riches en minéraux dissous à travers les fractures de la roche. Ces fluides peuvent être d'origine magmatique ou de l'eau de pluie qui a été chauffée en profondeur. Ce processus est fondamental dans la formation de nombreux gisements minéraux économiquement importants, tels que ceux d'or, d'argent et de cuivre. Les gisements de porphyre cuprifère comme celui de Chuquicamata au Chili, l'un des plus grands du monde, sont le résultat de l'altération hydrothermale de roches ignées et sédimentaires. Les roches métamorphiques, avec leur texture et composition unique, sont essentielles pour comprendre la dynamique interne de la Terre, les forces qui meuvent les plaques tectoniques et la formation de minéraux précieux. Elles sont un témoignage silencieux des immenses changements qui se produisent au cœur de notre planète. Le cycle des roches n'est pas une séquence linéaire, mais un circuit interconnecté et continu, alimenté par l'énergie interne de la Terre et l'énergie solaire. L'énergie interne, manifestée par la chaleur du manteau et le mouvement des plaques tectoniques, est le moteur principal qui permet la fusion des roches, l'ascension du magma et la déformation qui génère chaleur et pression pour le métamorphisme. L'énergie solaire, d'autre part, impulse les processus de surface. Elle chauffe l'atmosphère et les océans, provoquant l'évaporation et les précipitations qui, à leur tour, entraînent l'altération et l'érosion. Les plaques tectoniques sont les grands orchestrateurs de ce cycle. Dans les zones de subduction, où une plaque océanique plonge sous une autre plaque, les roches sédimentaires et la croûte océanique sont entraînées vers le manteau, où l'augmentation de la température et de la pression les transforme en roches métamorphiques et finalement les fait fondre pour créer un nouveau magma qui donnera naissance à des roches ignées volcaniques dans les arcs insulaires ou les chaînes de montagnes côtières comme la ceinture de feu du Pacifique, une région où se concentrent 75% des volcans actifs du monde. Cette ceinture d'activité sismique et volcanique s'étend sur 40 000 km et comprend environ 452 volcans, comme le mont Fuji au Japon ou le Popocatépetl au Mexique. Dans les dorsales océaniques où les plaques se séparent, le magma monte et se solidifie, formant une nouvelle croûte océanique de basalte, une roche ignée extrusive. Ces nouvelles roches sont finalement altérées et érodées, générant des sédiments qui formeront des roches sédimentaires. Dans les zones de collision continentale, comme l'Himalaya, les roches se plissent, se fracturent et subissent un métamorphisme régional intense en raison des pressions et des températures énormes, transformant les roches sédimentaires et granitiques en schiste et en gneiss. Le temps dans le cycle des roches est quelque chose qui défie la compréhension humaine. Nous ne parlons pas d'années, ni même de siècles, mais de millions et de dizaines de millions d'années. La formation d'une roche sédimentaire à partir d'un sédiment meuble peut prendre de milliers à des millions d'années. La transformation d'une roche en roche métamorphique dans les profondeurs peut prendre des éons. Le cycle complet d'une portion de croûte, depuis sa formation dans une dorsale océanique jusqu'à sa subduction et son recyclage dans le manteau, peut prendre entre 100 millions et 200 millions d'années, la durée d'une vie géologique. La Terre, avec ses 867 733 millions de kilomètres cubes de volume et une croûte d'une épaisseur moyenne d'environ 35 km sur les continents et de seulement 7 km dans les océans, est une machine de recyclage colossale. Ce cycle est fondamental pour la vie sur notre planète. Sans lui, les éléments chimiques essentiels qui forment les roches et les sols et qui sont vitaux pour les écosystèmes resteraient piégés et ne seraient pas recyclés. L'interaction humaine avec le cycle des roches est profonde et multifacette. Notre civilisation est littéralement construite sur les roches que ce cycle produit, de la silice et du calcaire pour produire du ciment et du béton, jusqu'au fer et au cuivre que nous extrayons des roches ignées et métamorphiques pour nos infrastructures et notre technologie. Les combustibles fossiles, tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel, sont le résultat de millions d'années de processus sédimentaires qui ont conservé l'énergie solaire du passé dans des dépôts rocheux. L'extraction minière, l'une des industries les plus anciennes, extrait des milliards de tonnes de roches et de minéraux chaque année. Rien qu'en 2022, la production mondiale de fer, un métal essentiel dérivé de roches sédimentaires et métamorphiques riches en oxyde, a dépassé les 2,6 milliards de tonnes. L'extraction de cuivre a atteint 22 millions de tonnes la même année, principalement à partir de gisements formés par des processus ignés et métamorphiques. Ces chiffres nous donnent une idée de l'ampleur de notre dépendance aux produits de ce cycle géologique. Cependant, notre interaction apporte aussi des défis.
L'altération des paysages par l'extraction minière, l'émission de gaz à effet de serre due à la combustion de combustibles fossiles et le risque de catastrophes naturelles telles que les glissements de terrain ou les éruptions volcaniques nous rappellent que nous vivons sur une planète dynamique et que nous devons comprendre et respecter ces processus. Les séismes et les éruptions volcaniques, par exemple, sont des manifestations directes de la tectonique des plaques, le moteur du cycle des roches, qui libère l'énergie accumulée le long des failles géologiques. Le tremblement de terre de Valdivia au Chili en 1960, le plus puissant jamais enregistré avec une magnitude de 9,5, a été le résultat de la subduction de la plaque de Nazca sous la plaque sud-américaine, un processus intrinsèque au cycle. Comprendre le cycle des roches nous permet d'apprécier l'ampleur des temps géologiques et l'interconnexion de tous les systèmes terrestres. Cela nous apprend que la planète n'est pas une entité statique, mais un système complexe et en constante évolution, où chaque roche a une histoire à raconter, une traversée épique depuis les profondeurs ardentes de la Terre jusqu'au sommet glacé des montagnes, et inversement. C'est une merveille naturelle qui opère à une échelle de temps et d'espace que nous pouvons à peine comprendre, et pourtant, c'est la force motrice qui soutient la surface que nous habitons. La connaissance de ce cycle est essentielle pour les géologues, les ingénieurs, les urbanistes et en fin de compte, pour chaque être humain qui dépend des ressources et de la stabilité de la Terre. Explorateurs, nous espérons que ce voyage à travers le cycle des roches a éveillé votre curiosité et élargi votre vision de notre incroyable planète. La Terre est une maîtresse du recyclage et chaque morceau de roche nous raconte une partie de son histoire éternelle. Si vous avez apprécié cette immersion profonde dans la géologie, veuillez donner un grand j'aime à cette vidéo, vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de futures explorations et laissez vos commentaires ci-dessous avec vos questions et réflexions. Partagez cette connaissance avec ceux qui sont également passionnés par le décryptage des secrets de la Terre.